Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir en notre compagnie ce dimanche 19 janvier 2025. On se retrouve sur le plateau du duel avec deux hommes politiques, oui, qui de différentes tendances politiques, oui, pour commenter l'actualité. Pour ce dimanche, nous avons en face de nous Ruben Abadagan. Bonjour, monsieur Ruben. Merci d'être au rendez-vous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique des Forces Corrives pour le BD émergent FCBE. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Merci. Plus précisément, je suis membre du bureau exécutif national. Vous êtes membre du bureau exécutif national, donc nous avons en présence de nous un patron. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur Abadaga. Et en face de vous, Antoine Adoukonou. Bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes membre du bloc républicain, le Cheval Cabré. Nous avons trois sujets à débattre aujourd'hui. Et oui, premier sujet, nous allons nous intéresser au Vaudou Days. Oui, pendant 3 jours, le Bénin était devenu l'épicentre de la culture, ou la valorisation de la culture africaine. Plus de 435 000 participants étaient descendus pour visiter, assister et savourer ce que nous avons de merveilleux au Bénin comme culture à travers le Vodou. Diverses, je dirais, divinités étaient au cœur des débats. Et puis, l'épilogue, c'est bien sûr la consultation du TOFA 2025. Nous allons en parler avec nos invités. Monsieur Abadagan, dites-nous comment appréciez-vous les Vodou Days, les 3 jours de manifestation intense à Ouida? Déjà, je remercie pour l'invitation et je salue les téléspectateurs et je souhaite à l'ensemble du peuple béninois une très bonne année 2025. Et oui, les Vodou Days, je crois que tout bon béninois quand même a suivi quand même l'événement sur place ou à la télévision. Et je crois que on peut quand même constater qu'il y a un engouement parce que on parle de près d'un demi-million de personnes qui se sont mobilisées pour assister aux 3 jours de festivités. On peut noter que le Vaudou Day a le mérite de quand même ressortir l'aspect culturel de la fête du Vaudou qu'on avait l'habitude de célébrer le 10 janvier. Et ceux qui avaient autre image du Vaudou, grâce aujourd'hui au Vaudou Day, quand même, on sent quand même une fierté d'être béninois, on sent quand même une fierté de valoriser la culture de notre pays. Donc, on ne peut que féliciter les organisateurs et demander à ce que pour les prochaines éditions, quand même, qu'on puisse améliorer tout ce qu'il faut améliorer. Donc, vous avez parlé d'engouement, mais un engouement sans coloration politique au niveau de vos données. Oui, mais vous savez, coloration politique, ceux qui sont les organisateurs, on a remarqué qu'ils étaient là. Le chef de l'État aussi était aux festivités, il est resté même temps dans la nuit. Bon, les autres partis politiques, chacun, quand vous prenez l'exemple de la Force Corrive pour un BD émergent, Paul Roupin était à Bopa et il est allé fêter la fête du Vaudou. Au milieu des siens, c'est ça? Au milieu des siens, et il a soutenu la fête et il a participé aux festivités dans sa localité. Donc je crois que c'est ainsi pour la plupart des responsables politiques. Mais quand même de loin, on peut constater que cette fête quand même est de nature quand même à valoriser la culture vaudou, la culture du Bénin et démystifier un peu ce que on peut penser quand même de cette fête de vaudou. On ne peut que saluer ça en bon béninois, en bon citoyen et demander que lors des prochaines éditions qu'on puisse améliorer ça et peut-être bon que cette fête-là soit peut-être l'occasion où toute la classe politique, opposition comme mouvance, puisse se réunir
pour quand même valoriser notre culture. Oui. Monsieur Antoine Adokounou, comment analysez-vous, quelle lecture faites-vous de cet engouement qu'on a lu au cours des 3 jours officiels? Il faut dire que ça a duré plusieurs jours, mais 3 jours officiels. Cet engouement dont M. Abadagra a parlé, sans coloration politique, comment l'expliquez-vous? Non, je pense que le Vodou des ce n'est pas une campagne électorale où c'est un parti politique qui est en campagne. Il s'agit de la valorisation de notre patrimoine culturel sous son aspect surtout culturel, surtout vaudou. Je note simplement que le vaudou des a le mérite de révéler le vaudou au monde au-delà de son aspect culturel, à faire ressortir beaucoup plus, beaucoup de valeurs culturelles qu'il y a dans le vaudou et qui autrefois n'étaient pas, disons, perceptibles au vu au su de tout le monde. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas un couvent, c'est laissé au public et tout le monde peut aller visiter la danse de Sabata, la danse des mamies, des couviteurs, tout ça là, et c'est laissé au public. Donc on montre que le vaudou n'a pas que son aspect culturel, mais au-delà, c'est toute une culture qui est en pleine mutation. Et je suis sûr que c'est toute tendance confondue de religion qui s'est retrouvé à Ouida, parce que le chrétien, il est là, il n'est pas là pour venir adorer un fétiche, mais il est là pour voir l'aspect culturel, des valeurs culturelles de ce vaudou, et qu'il n'a peut-être pas l'occasion de voir chaque fois. Vous voyez, donc ce que je note de plus fort pour ce vaudou des Isa, c'est ça, c'est au-delà de l'aspect culturel, on sent que c'est un riche patrimoine culturel que le Bénin possède et le gouvernement actuel aura le mérite de donner une touche particulière à cette fête parce que ça draine beaucoup de monde. Oui, mais dites-nous, monsieur Antoine Adokounou, alors le Bénin aujourd'hui a un temps de festival désormais que nous pouvons vendre comme le festival de Rio de Janeiro, par exemple. Nous avons les Voodoo Days. Mais comment est-ce que vous pensez qu'on puisse véritablement donner de la valeur à ceci pour la prochaine, sinon les prochaines éditions? Non, vous voyez, le premier élément, c'est que il faudrait que les Béninois adhèrent à ce festival. Parce que si on doit valoriser, il faut que ça commence par nous-mêmes. Il ne faut pas que déjà à l'intérieur, on s'entre-déchire, pensant que, en fait, c'est de l'aspect culturel du vaudou qu'il s'agit. Non, il s'agit beaucoup plus, pour moi, de l'aspect culturel. Si bien que nous-mêmes, déjà, toutes religions confondues, doivent adhérer à la chose et comprendre que je ne suis pas venu au Vodou Days pour laisser ma foi chrétienne, pour finir par ne pas croire à l'islam. Je suis venu pour voir un patrimoine culturel béninois qui est riche, voilà, qui est en train d'être promu. Et je suis sûr que avec le temps, le gouvernement va finir par établir les statistiques économiques autour de ce Vodou Days. Et quand on aura ces chiffres, les gens comprendront que c'est beaucoup de devises pour le pays, c'est beaucoup de revenus, beaucoup de recettes pour les hôtels, etc. etc. C'est à l'évolution du temps, on comprendra que ça va être un élément d'économie pour le pays. Quand on va à la Mecque, c'est des devises pour l'Arabie Saoudite. Quand on est dans les pèlerinages chrétiens, c'est des devises pour les différentes confessions religieuses, etc. Donc, moi, je considère que
pour le cas d'espèce, c'est la même chose. Il faut qu'on avance et que les fois à venir, il y ait plus d'engouement autour. Alors, l'autre point d'orgue, M. Abadagan, c'est bien sûr la consultation du FA, du TOFA 2025. On aura le temps d'en parler. Mais avant, oui, on a vu circuler sur les réseaux sociaux la demande pressante de certains, surtout ceux de l'opposition. Je ne dis pas que c'est la FCBE, mais l'opposition qui réclame à corps et à cri le bilan financier de ce que Vodou Days nous a coûté, M. Ruben Abadagan. Ah, d'accord. Bon, au fait, j'ai cru lire un bilan financier. On parle de plus d'1 milliard. Donc, pourquoi s'intéresse-t-on bon, autant au bilan financier et tout? Bon, vous savez, de toute façon, certains, je ne veux pas jeter de l'opprobre sur ceux qui réclament ce bilan financier, puisqu'il s'agit des ressources. Bien sûr, bien sûr. Non. Oui, bien sûr. Vous savez, comme c'est l'argent de l'État, quand même, pour des questions de transparence, il est bien quand même de faire le bilan financier de chaque édition. Parce que moi, je ne veux pas venir ici pour dire le Vodou Days n'est pas mauvais. Non, parce que les promoteurs des hôtels à Ouida, ceux qui ont des lieux de festivité, les restaurants et autres, ne seront pas d'accord avec moi parce que je vais y voir les chiffres d'affaires qu'ils ont eu à faire déjà avant même le 9, le 10 et le 11. Donc je crois qu'il y a normalement un bilan financier à faire pour des raisons de transparence, pour que le peuple béninois puisse quand même faire le point pour dire oui, nos Vodou Days nous coûtent 1 milliard. Mais voilà ce que ça nous rapporte et ensemble, chacun quand même pourra donner son avis. Donc ma position par rapport à cette doléance, c'est ça. Ce n'est que normal de réclamer parce que l'année passée, nous avons aussi fait cette réclamation, le point financier. Donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses de vouloir quand même, pour des raisons de transparence, de vouloir quand même avoir une idée de combien nous coûte cette fête. Votre avis, M. Adoukon? Bon, je crois que... Bon, si... Là, vous êtes financier, oui, bon, fait, et donc, vous partagez le même avis que M. Ruben? Bon, je crois que, bon, chercher à comprendre le budget de Vodou Days, tout ça là, bon, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous devons comprendre que un projet, c'est un investissement à court, moyen, long terme. Et je viens de dire tout à l'heure que nous aurons les statistiques économiques autour du Vodou Days. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout de suite et maintenant qu'il faut établir la rentabilité. Mais il faut voir l'évolution du contexte, voir les statistiques économiques et voir si d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, combien on en va investir dans le Vodou Days, quelle sera la rentabilité, qu'est-ce que ça va apporter à long terme. En fait, c'est le raisonnement. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire que, bon, comme ça coûte 1 milliard, bon, c'est déjà trop. Non, ça coûte 1 milliard aujourd'hui. Peut-être ça rapporte, je dis quelque chose, 10 millions. Mais demain, peut-être que ça va rapporter des milliards. Donc, c'est une analyse prospective qu'il faut faire autour de la chose pour que, avec le temps, on puisse voir la rentabilité. Aujourd'hui, en termes de devises, nous avons tel nombre d'étrangers qui visitent. Si les choses continuent comme ça, combien d'étrangers nous aurons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont s'intéresser au Vodou Days? Ne me dites pas que la Mecque a commencé avec l'effectif que nous voyons aujourd'hui, que les grands pèlerinages chrétiens ont commencé avec l'effectif que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est un projet, c'est un investissement à court, moyen et long terme. Donc, c'est en ce terme qu'il faut beaucoup plus faire l'analyse. Cependant, je sais que
les gens peuvent vouloir exploiter de façon politique aussi. En faisant cette demande, c'est pour que s'il y a un gain politique pour le vaudou-déisme, pour le gouvernement, qu'on cherche d'autres éléments d'intoxication pour montrer que oui, vous parlez de vaudou-déisme, mais voilà vos milliards qui sont injectés. Du point de vue de la communication politique, on peut, les opposants peuvent aborder la question sous cette forme en demandant les montants pour pouvoir les utiliser pour atteindre des buts politiques. Bon, c'est une analyse, c'est un pan de l'analyse. Monsieur Abadagan, une autre question concernant, mais pourquoi lit-on ce qui s'est passé? Nous aurons le temps d'en parler, les attaques meurtrières, a-t-on lié ça au vaudou-déisme? Pourquoi selon vous, quelle compréhension avez-vous de cela? Comment comprenez-vous qu'on puisse faire cette liaison? Vous savez, moi, je suis quand même peiné. C'est vrai, je suis de l'opposition, mais je suis d'une opposition quand même républicaine. Vous savez, la République ne peut pas fléchir lorsque des groupes armés, moi je vais dire des bandits, des grands bandits, moi je ne vais pas donner autant de valeur à ces bandits qui sèment la terreur au niveau de nos frontières. Ce ne sont pas ces bandits qui vont quand même nous ébranler au point quand même d'annuler quelque chose qui est prévu, d'accord, et qui est attendu, et qui a nécessité de l'investissement. Ce n'est pas à cause de ces grands bandits qu'il faut tout annuler. Ce n'est même pas faire honneur à ces vaillants soldats à qui je m'incline devant la mémoire de ces soldats qui ont lutté et qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions quand même être en sécurité, être en paix. Ce n'est pas leur rendre honneur que de fléchir devant la terreur que ces grands bandits essaient de vendre au sein de la population. Je crois que je ne souscris pas à cette communication. Je l'ai dit sur des plateformes où je suis. La meilleure chose, lorsqu'il y a des attaques comme ça, c'est de montrer que oui, nous sommes debout et nous n'avons pas peur. Nous allons continuer à vivre. Voilà. Merci. Monsieur Aloukoulou, vous partagez le même avis? Bon, pratiquement, hein, puisque je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien entre ces attaques et le vaudou-déisme. Bon, peut-être que ces terroristes choisissent peut-être des moments très forts dans la vie des pays pour commettre leur forfait, pour que ça ait plus d'écho. Donc peut-être ces moments de vaudou-déisme sont en fait des moments de joie pour le peuple béninois et en même temps des moments de tristesse surviennent. Donc c'est ça peut-être, je vois que c'est une coïncidence, sinon je ne vois aucun lien entre les attaques et le vaudou-déisme. L'autre sujet à contradiction, et oui, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est bien sûr la consultation annuelle du TOFA devant le public. Oui, le TOFA a eu lieu et, je dirais, l'oracle principal a révélé la figure géomantique de Fagbidi Yekou. Oui, alors, monsieur Antoine Adoukonou, on a vu qu'il y a eu diverses interprétations par rapport à cette consultation. Selon vous, comment est-ce que vous en êtes? Pourquoi y a-t-il autant de divergences par rapport à ça? Heureusement que le comité des rites est monté au créneau pour apporter des clarifications. Mais dites-nous. Bon, je crois que je ne suis pas Boukoron. Donc, c'est difficile pour moi d'appartenir à un camp d'interprétation. Oui, mais parce que là, on a lié ça au troisième, où on aurait dit que le FA dit que de ne pas parler d'un troisième mandat. En fait, c'est là la polémique. Bon, je crois que il faut d'abord que l'on fasse comprendre certaines choses aux populations. Parce que nous ne sommes pas dans un royaume.
Nous sommes dans une république. Et partant de là, le document qui répond à la vie de la République aujourd'hui, c'est la Constitution. D'accord? Et donc, dans la Constitution, il faut reconnaître que nous avons 3 principes généraux en termes de croyance dans le pays. Le premier principe, nous avons le principe de la liberté de religion, qui est consacré par la Constitution. Ça veut dire que chaque Béninois est libre d'adhérer à la religion de son choix. Il est libre aussi de ne pas en appartenir à aucune. Deuxième principe, qui pour illustrer, je dirais le premier, se trouve dans la prestation de serment du président de la République, qui prête serment sur Dieu pour représenter les religions dites monothéistes, le christianisme, l'islam et consorts. Sur les membres de nos ancêtres pour représenter nos religions endogènes traditionnelles, et devant le peuple béninois pour représenter tous les autres, les athées, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas dans les autres. D'accord? Pour rejoindre donc le premier principe. Et le troisième principe, c'est le principe de la laïcité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne doit pas prendre de parti pour une religion ou bien pour les athées. L'État est à égale distance des uns et des autres. Quand vous comprenez ça là, vous allez comprendre que quelle que soit l'interprétation du Fa, ça n'engage que ceux qui y croient. Puisque je viens de vous dire qu'il y en a qui ne croient pas, on a des religions différentes. Donc, ça n'engage que ceux qui y croient. Ça, il faut d'abord comprendre ça. Maintenant, dans les diverses interprétations, le prêtre de Fa, Kofi Aza, dans son interprétation, il n'a pas dit que le Fa a dit de faire 3e mandat. Il a dit que le Fa a dit que celui qui est là. Bon, c'est une raison. Donc, s'il ne doit pas partir, c'est qu'on finira par se retrouver dans le 3e mandat. C'est pourquoi les gens le disent. Mais ce que moi je peux dire, et qui est tout aussi simple, je vous l'ai dit, nous sommes dans une république. Le Fa n'a pas de valeur constitutionnelle. N'a pas une valeur juridique constitutionnelle. Ça veut dire que en voulant, la Cour constitutionnelle, en voulant apprécier les candidatures, va s'intéresser, c'est le cas, la Constitution qui va servir de boussole pour la Cour constitutionnelle, et non les prêtres Fa qui vont appeler pour dire, venez nous dire ce que le Fa dit. Non, je ne crois pas. Moi, je voudrais que, bon, c'est ma compréhension, hein. Pour moi, la question du 3e mandat, c'est tranché dans ma tête. Ce n'est plus possible au regard des dispositions constitutionnelles que nous avons actuellement, sous réserve que le juge constitutionnel, qui est l'authentique interprète de la Constitution, en dispose autrement, sous réserve qu'on révise la Constitution. Sinon, il est dit aujourd'hui qu'au Bénin, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats présidentiels. Et la compréhension que moi j'ai de cette disposition, c'est que le principe du mandat, le nombre de mandats, n'est pas lié aux républiques, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, n'est pas lié aux constitutions, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, mais c'est lié à la vie de l'intéressé. C'est-à-dire que la constitution soit nouvelle, ancienne, que la république soit nouvelle ou ancienne, c'est que celui qui est candidat, s'il est vivant, s'il a déjà fait 2 mandats, il ne pourra plus faire un 3e mandat. C'est la compréhension que j'ai. Mais on peut réviser le dispositif là, hein, puisque tout ce qu'on dit là, une révision peut venir enlever ça là. Et celui qui a déjà fait 100 mandats peut faire 101e mandat. Mais tant que les dispositions vont rester telles que c'est, le 3e mandat, moi, dans ma tête, c'est clair.
Merci. Monsieur Abadagan, oui, pourquoi doit-on lier? Parce que ce qui s'est passé, voilà, c'est ça qui a suscité beaucoup de réactions. Je le reprécise, heureusement que le comité des rites est monté au créneau pour apporter des clarifications. Mais pourquoi doit-on lier cette consultation à la République, à ce qui se fait au niveau de la République, selon vous? Je ne veux pas vous cacher que moi, personnellement, d'accord, à mon niveau, moi, je n'ai pas taillé d'importance aux interprétations de M. Kofi Aza. Je me réjouis. Vous êtes un averti. Je me réjouis du développement de mon frère Adou Konou. Autrement, j'allais me sauter sur lui. J'allais sauter sur lui parce que nous sommes dans une république laïque. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas dans un royaume. Nous avons une constitution et nous sommes dans une république. Alors, si quelqu'un donne une interprétation à telle ou telle chose, ça n'engage que lui et ceux qui y croient. Du moment où il n'y a pas un débat sur la révision de la Constitution, le débat du troisième mandat ne m'intéresse pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais dès que le débat d'une révision ou d'une loi introduite au Parlement pour réviser la loi fondamentale, dès que ce pas sera franchi, là, nous, les acteurs politiques, on peut monter au créneau pour donner nos avis. Maintenant, si un chef religieux interprète le phare selon son angle, ça n'engage que lui et ceux qui y croient. Je me suis quand même intéressé à la réaction du porte-parole du gouvernement par rapport à ces rumeurs ou au remous qui a eu autour de cette interprétation. Et sa réaction vous a certainement plu. Vous a rassuré? Non, rassuré, non. Mais quand même, au moins on sent que au moins le gouvernement siffle l'a fait. D'accord? Une fois encore, on peut que se réjouir quand même de cette réaction du gouvernement parce que, en réalité, le débat de troisième mandat, ce débat en l'état, pour le moment, n'est pas à l'ordre du jour. Si demain, un député introduit une loi au niveau du Parlement portant révision de la Constitution, en ce débat, en ce moment plutôt, la classe politique va monter au créneau pour donner son avis par rapport à une révision, à une possible révision de la Constitution. Mais à l'état actuel, que le comité des rites sort du silence pour clarifier les choses ou pas, ce débat ne m'intéresse pas parce que je m'en tiens à la loi fondamentale, à notre Constitution qui dit aujourd'hui pas plus de 2 mandats de sa vie. Nouvelle, ancienne république ou pas, interprétation du juge constitutionnel ou pas, tant que cette disposition est dans la loi fondamentale, cette question est vidée. Ça, c'est ce que je pense par rapport à ce débat. Votre réaction, M. Adou Konou, par rapport à la sortie du secrétaire général adjoint du gouvernement porte-parole, par rapport à ce volet? Bon, je crois que ce que j'ai noté d'essentiel dans sa sortie, et il dit de laisser le phare auprès de phare et laisser le gouvernement faire les choses suivant les lois. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et que même la question est évacuée définitivement. Non, cette question, on ne doit pas revenir. Troisième mandat, là, en l'état tel que les textes sont là. Moi, je ne fais plus cas de ça. C'est vrai que d'autres disent que l'article 153-1 ou bien quoi là, que c'est à partir de 2021 que la question des mandats sont prises en compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le juge constitutionnel, c'est lui qui interprète bien. Sinon, moi, tel que j'ai compris, ce problème-là, c'est évacué. Il faut... Si je ne me trompe. En 2019, la disposition dit que la question des mandats prend effet à partir de 2021. Il faut le dire. Bon, je ne dis pas, je dis, c'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours... En ce moment,
on fera ce débat. Bon, ce qui est sûr, si ça arrive, si y a une question si ce débat arrive, on fera le débat. Mais pour le moment, je ne veux pas surfer sur des interprétations de ceux qui ne sont pas habilités à faire ces interprétations. Et c'est pas pour rien que je disais que c'est l'interprétation du juge constitutionnel qui va compter en définitive, puisque nous, on n'est pas habilités quand même à interpréter la Constitution, d'accord? C'est ceux qui sont chargés de le faire qui peuvent le faire. Toujours est-il que cette disposition qui dit nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, ça concerne celui qui a eu à faire 2 mandats. Donc, en son temps, si le débat vient, nous allons faire le débat. Mais pour le moment, je m'en tiens à ce qu'il y a. Je voudrais conclure quand même en disant que il faut que le comité des rites désormais prenne les taureaux par les cornes. Parce que c'est pas bien que on soit dans une fête, on veut promouvoir une culture et que après on fait le tofa et ça va dans tous les sens. Et si ça doit continuer comme ça, c'est que les gens vont finir par assimiler le vaudou déise à une fête politique, à une organisation politique. Merci. Et on ne le souhaite pas. Moi, je ne sais pas si on peut détacher le tofa de la fête. Est-ce qu'on peut faire le tofa avant? Pas du tout. Ou bien, surtout après? Je ne sais pas. Mais le fait courant, le vaudou déise, est que les interprétations aillent dans tous les sens et surtout dans des sens politiques. Nous allons en parler. Merci, M. Antoine Adoukono. Et nous allons aborder le second sujet. Oui, le 8 janvier dernier, il y a eu cette attaque meurtrière au niveau des checkpoints de l'autre côté des frontières qui relient le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, où le Bénin a perdu près d'une trentaine de ces éléments des forces armées béninoises. Une attaque meurtrière décriée, revendiquée par certains groupes, mais vraiment décriée par les Béninois au plus haut niveau, le haut commandement militaire, puis le gouvernement. Monsieur Abadagan, dites-nous, attaque meurtrière qui devient de plus en plus répétée, n'y a-t-il pas nécessité d'une action commune aujourd'hui, d'abord au niveau, en notre sein, entre Béninois, qu'il soit d'opposants ou de la mouvance, n'y a-t-il pas nécessité d'une attaque, d'une coopération, en tout cas d'une lutte concertée pour en arriver à bout? Oui. Avant tout propos, je réitère mes condoléances aux familles éplorées. Et déjà, la première solution, la première chose que moi je souhaite du gouvernement, je ne sais pas si c'est déjà fait, c'est de soutenir la famille de nos soldats, les enfants, d'accord, pour que les enfants puissent se rendre compte que l'État n'a pas oublié le sacrifice de leurs parents, de leurs papas. Et c'est une doléance que je fais à l'endroit du gouvernement. Et je profite pour dire que cette lutte ne peut qu'être une réussite si la population locale s'y intéresse, si la population est sensibilisée. Parce que quoi? Les djihadistes, c'est qui? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un voisin. Ça peut être celui que tu vois le matin qui se promène. Alors, il faut une campagne de sensibilisation. Le haut commandement militaire doit mettre en place une campagne de sensibilisation où la population, les chefs villages, les élus locaux sont associés, surtout en matière de renseignement. Parce que c'est plus facile de faire déjouer des attaques terroristes que de subir et de riposter. Donc le renseignement dans cette guerre que je dirais hybride face aux groupes armés qui cherchent à semer la terreur pour utiliser ce corridor à des fins de trafic de tout genre. Si nous voulons efficacement lutter contre le phénomène, la première des choses, c'est la population locale. Dans cette zone rouge-là, il faut intensifier la sensibilisation. Il faut que nos parents
qui vivent dans ces zones puissent avoir connaissance de ce phénomène. Les techniques de repérage, comment donner l'alerte lorsque on voit des comportements bizarres d'un citoyen lambda. Donc, le haut commandement militaire doit associer dans son renseignement la population. La deuxième chose, il faut quand même mettre à disposition de nos soldats. C'est vrai, nous avons déjà des drones, mais aujourd'hui, je suis un grand observateur. Je suis beaucoup l'actualité politique en Ukraine du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et déjà, avec un petit 1000 euros, aujourd'hui, vous pouvez avoir des drones de surveillance qui peut surveiller les déplacements sur la ligne de front, sur cette zone rouge. Vous voyez, parce que lorsque vous repérez les mouvements, vous êtes à même de vous préparer pour riposter, soit par l'aide des hélicoptères, ou soit en mobilisant plus de troupes dans les zones où vous sentez que ces bandits essaient de semer la terreur. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, lorsqu'on laisse les terroristes là prendre de la confiance, les populations ont tendance à leur faire plus confiance pour leur sécurité que nos forces de défense et de sécurité. Or, ce travail-là ne leur revient pas. Or, ce travail ne leur revient pas. Donc, il faut nécessairement sensibiliser, avoir des équipements qui nous permettent de surveiller la ligne de front. Et pour finir, le plus important, c'est vrai, la situation en matière de diplomatie, en matière de coopération militaire entre nos voisins, on sent que, moi je me rappelle, il y a quelques mois, le président béninois était allé voir Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina. Je crois que les discussions ont tourné autour de la coopération pour surveiller cette zone où, voilà, où les trois frontières, il y a beaucoup de groupes terroristes qui trouvent refuge dans cette zone-là et qui ont l'habitude de frapper nos positions. Il faut qu'avec nos voisins, le Burkina et le Niger, qu'on puisse mettre en place une coopération où on partage les renseignements. Et pourquoi pas mettre en place une brigade mixte où nous avons l'autorisation de faire des incursions jusqu'à un certain niveau au Burkina, au Niger, pour quand même lutter contre ce phénomène. Ce n'est qu'à ce prix, surtout en matière de renseignement, en matière de coopération, de partage des informations, que nous pouvons lutter efficacement contre ces bandits. Et je crois que même si aujourd'hui les relations sont difficiles, le gouvernement ne doit pas baisser les bras. Le gouvernement doit continuer à tendre la main aux voisins pour que nous puissions arriver à mettre en place une coopération militaire pour sécuriser cette zone-là. Il en va de la sécurité de nos populations et je crois qu'à un moment donné, nous ne pouvons que nous asseoir et discuter avec nos voisins pour mettre en place ce mécanisme de coopération militaire où peut-être les forces de défense du Niger, du Burkina et du Bénin peuvent mettre en place une unité qui font des patrouilles dans cette zone-là, toujours pour quand même amener un peu plus de sécurité dans cette zone où les djihadistes ont tendance à faire peur à nos populations. Et nous réitérons notre soutien au gouvernement. Et je profite de votre tribune pour inviter l'ensemble du peuple béninois à faire bloc derrière nos forces de l'ordre, à faire bloc derrière le gouvernement dans cette lutte-là, parce que notre territoire, nous n'allons pas céder une partie de notre territoire à des bandits. Et nous profitons de votre antenne pour encourager toutes nos forces de défense. Le peuple béninois est derrière vous. Nous vous soutenons dans nos prières et je crois que nous arriverons à vaincre ce phénomène au Bénin et dans la sous-région. Très bien. Monsieur Antoine Adoukonou, est-ce qu'avec les accusations que nous lisons, puisqu'il y a eu cours depuis quelque temps que le Bénin serait
aurait abrité ou bien servirait de base, avec les accusations que font le Niger et le Burkina Faso. Et voyez-vous qu'aujourd'hui, une nation commune, on en arriverait à une nation commune, accepteront-ils vraiment de coopérer avec le Bénin pour qu'on en vienne à bout de ces groupes armés? Bon, je crois que le phénomène du terrorisme doit avoir certainement une cause. Parce qu'il n'y a pas un phénomène quand même qui n'est pas de cause qui l'explique. Et j'ai l'impression que nous nous intéressons au phénomène sans pouvoir penser à la cause. C'est normal, oui. On doit s'intéresser au phénomène parce que lorsque nous sommes là et que le phénomène survient, ce phénomène de terrorisme survient, l'État doit réagir. D'où la solution militaire qu'on essaye de trouver, mais qui, à l'épreuve du temps, montre ses limites. Simplement parce que il n'a jamais été une solution de supprimer un phénomène. Comme je vous le dis, lorsque la cause qui explique le phénomène subsiste. De façon concrète. Ce que je veux dire de façon... Non, ce concrètement, parce que votre vis-à-vis vous écoute religieusement et attend certainement pour rebondir. De façon concrète, c'est quoi? Si nous analysons bien ce phénomène, on doit se poser certaines questions. Ces terroristes, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Sont-ils aussi plus forts que les... Qui les financent? Où trouvent-ils ces armes aussi sophistiquées? Au point où le président Bazoum, pour ne pas le nommer, a dit qu'ils sont plus forts. L'ancien président déchu, oui. Bazoum, a dit que ces terroristes sont plus forts que l'armée nigérienne. Des groupes terroristes qui deviennent plus forts que l'armée d'un État. La cause, c'est ça. Si vous voyez ce qui s'est passé dans le Sahel, avec l'intervention de la France à travers différentes opérations, l'opération Serval, dans un premier temps, l'opération Barkhane oui. qui a suivi, l'opération Takuba, qui est la troisième opération. Mais malgré ces différentes opérations, pour évidemment s'adapter à l'évolution du phénomène, on n'est pas arrivé à bout de ces terroristes. Vous voulez dire qu'il y a des mains en sourdine? Ça veut dire que ces terroristes, non seulement ils sont plus forts que ces États sahéliens-là, mais ils sont plus forts que la France même. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que la solution militaire, oui, tout de suite, et immédiatement, la coopération militaire, oui, mais c'est beaucoup plus la solution diplomatique qui peut venir à bout de ces terroristes. Parce que ces terroristes, pour moi, représentent des intérêts. C'est ce que j'observe. Parce qu'ils ne sont pas partout. Pourquoi il n'y a pas de terroristes aux États-Unis? Pourquoi il n'y a pas les terroristes en France? Pourquoi pas? Ils ne sont pas partout. D'accord? Donc, s'ils sont quelque part... Oui? Mais le terrorisme est partout. Ouais, non, quand je dis aux États-Unis, même à Moscou, des groupes comme État islamique frappent le cœur de la Russie. Partout, donc c'est un peu partout au format que nous observons chez nous ici. Non, à la seule différence qu'ils qu'ils viennent s'installer dans une région. Ils ne s'installent pas voilà, comme donc, quand vous prenez le nord du Burkina, où ils sont pratiquement dans des localités chez eux. Ça veut dire que, c'est la différence. Pris dans un sens ou dans l'autre, ils représentent des intérêts. Et au-delà de la solution militaire, il faut que la solution diplomatique internationale soit activée pour qu'on puisse quand même toucher la source du phénomène. Sinon, on aura beau faire d'être dans les solutions militaires, mais tant que le phénomène est là,
ça va être difficile. Aujourd'hui, on a perdu plus d'une trentaine. On a perdu plus d'une trentaine de soldats. Notre souhait, c'est qu'on n'en perde plus. Mais ce souhait n'enlève pas l'existence du phénomène. Donc, il faudrait que vraiment une synergie d'action pour pouvoir contrer ce phénomène. D'accord. Vous savez, nous avons une frontière qui est poreuse. Vous voyez? Et aujourd'hui, on constate que le gouvernement multiplie les bases dans ces localités pour qu'il y ait plus de présence militaire. Mais on aurait anticipé très tôt en créant des centres de loisirs, des hôpitaux, des centres administratifs dans ces localités où l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Parce que quand vous venez dans un endroit où il y a le développement, les gens vivent bien. Les gens n'ont pas des difficultés à manger les 3 repas par jour. C'est difficile à ces terroristes-là de recruter au sein de vos populations. Non, oui, oui, il n'y a pas d'autres aspects non, plus profonds. Attendez, ceux qui commettent ces actes-là, c'est des gens qui sont recrutés. C'est des gens qui sont recrutés. Au nom d'une oui, après ils sont dogmatisés. Mais d'abord, ils sont recrutés, on leur promet du numéraire. C'est pour cela que, en dehors de la solution militaire, de la coopération, il faut travailler pour relever le niveau de vie des populations qui vivent dans ces zones dites rouges. Est-ce que ces terroristes, ces groupes armés sont plus forts que les 3 États? Ces 3 États. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En réalité, dès que nous allons nous mettre ensemble, en temps, il y avait eu l'initiative d'Accra. Après, chaque pays a décidé de se mettre dans une coopération bilatérale avec, quand même, dans le domaine militaire pour lutter contre ce phénomène. Mais dès que le Bénin, le Niger et le Burkina vont décider de se mettre ensemble dans cette lutte, je crois que nous allons congédier ce phénomène-là à nos frontières. Parce que tant que les bandits là se trouveront en sécurité dans ces zones, ils vont continuer à s'implanter et à frapper. Mais dès qu'ils vont voir qu'ils ne peuvent plus se replier derrière, il n'y a plus de base arrière. Parce que c'est des incursions pour le moment, ils font au Bénin. Oui. Ils font des incursions et ils repartent. Voilà. Dès que nos 3 pays vont se mettre en coopération, ils vont travailler ensemble. De façon sincère. De façon sincère. Pour congédier ce phénomène, vous allez voir, dans quelques années, ils vont disparaître de cette zone. Très bien. Il faut que chaque dirigeant mette de côté les querelles oui. Et pense à l'intérêt des populations. Parce que ce phénomène participe à la baisse de la production agricole. Oui. Le paysan qui a peur d'aller au champ ne pourra pas produire comme il le devait s'il y avait la quiétude. Nous devons penser au bien-être de nos populations et aller à cette coopération que les peuples appellent de tous leurs vœux. Et il n'y a que par la coopération que nous pouvons ensemble chasser ces bandits de nos frontières. Très bien. Merci à vous. Nous allons aborder le dernier sujet très rapidement pour le peu de temps qu'il nous reste, chers invités. Oui, depuis quelques heures, a circulé sur les réseaux sociaux cette rumeur qui parle d'un supposé coup d'État qui est intervenu au Bénin. Heureusement, oui, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, est monté au créneau et a apporté un démenti formel. Oui, un démenti formel. Le Bénin est bien loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner. Voilà qui interpelle tous les hommes. Monsieur Antoine Adoukonou, mais la question qu'on se pose, à qui profiterait un coup d'État au moment où le Bénin est en plein essor de développement? À qui cela profite, ces intoxications tous azimuts? Je ne saurais le dire.
Et le coup d'État ne peut profiter qu'à ceux qui l'organisent. Si éventuellement il y en avait un coup d'État, heureusement que ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Et je souhaiterais que nous restions à l'étape des rumeurs. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de coup d'État, les gens pensent que c'est seulement enlever le président de la République qui est le problème. Non, mais c'est tout un mouvement du pays qui commence là. Puisque un coup d'État, c'est que le premier élément, l'ordre constitutionnel, est mis en berne. Les institutions sont déchues. Et puis, c'est l'homme fort du régime, généralement militaire, et qui gère le pays par ordonnance. Et puis. Tout ce que nous savons autour. Et quand ça commence comme ça, peut-être que la situation dans laquelle on se retrouve devient encore plus difficile que celle dans laquelle on était. Nous voyons... Alors, intoxication, quel conseil avez-vous à donner aux Non, si nous avons un conseil à donner, c'est que même s'il y a des gens qui y pensent, qui y renoncent, puisque la prise de pouvoir par la force est prohibée par notre Constitution. Et on n'a aucun intérêt à aller sur ce chemin, parce que je vous dis que quand on parle de coup d'État, les gens pensent que ça va être le salut, mais c'est une vue de l'esprit. Ce qui se passe dans un coup d'État, après un coup d'État, ce n'est pas une vie meilleure. Lorsque vous n'avez plus des institutions qui fonctionnent et que c'est quelques personnes qui décident en votre nom, ce n'est pas toujours bien. Hein. C'est vrai que dans la vie des nations, ça peut arriver. Mais depuis 1990, je pense que le Bénin a fait l'option de tourner définitivement dos à ce phénomène en rendant l'armée républicaine et en faisant vivre notre démocratie par ses institutions. Et je pense que ce chemin, même s'il est long à parcourir, c'est le meilleur chemin et que cette question de coup d'État, que ça s'efface des esprits. Monsieur Abadagan, dites-nous comment est-ce que vous lisez, surtout avec la réaction du porte-parole du gouvernement. Oui. Moi, je suis peiné. Peiné. Vous savez, à la FCBE, nous sommes un parti de l'opposition. Oui. Nous sommes contre le gouvernement de Patrice Talon. Nous reprochons l'absence de social dans la gestion du pays. Mais si nous ne sommes pas d'accord, dans un pays démocratique, la tradition est d'aller aux élections. Et à CTV, le parti FCBE, depuis le début de l'année, sous l'égide de Paul Rompert, qui est le secrétaire exécutif national du parti FCBE, qui a lancé le top des grandes élections de 2026, nous avons investi le terrain. Nous rétoffons nos cellules d'arrondissement. Et il y aura d'autres actions qui vont suivre. Parce que nous pensons que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un régime, il faut proposer une offre alternative et prendre le pouvoir dans les urnes. Je suis convaincu que le Bénin respectera la tradition depuis 1990. C'est une supposée opposition qui serait, paraît-il, de toute façon, à la base de ces intoxications pour créer ceux qui lancent ces rumeurs dans la population, moi, je leur dis, allez sur le terrain. Si vous n'avez pas de parti politique, créez votre parti politique. Allez convaincre la population avec un programme de société et aller prendre le pouvoir dans les urnes. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir un pays en paix. Ce n'est que comme ça que nous pouvons garantir la stabilité dans notre pays. Parce que nous ne voulons pas d'un Bénin en ruine. Nous ne voulons pas d'un Bénin où les partenaires, les investisseurs décident d'enlever leur confiance dans notre pays. Nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Alors, allons à la rencontre de la population. Allons les convaincre avec notre offre politique, ce que fait la FCBE. Et la FCBE compte bien aller aux élections, avoir des maires, avoir des conseillers, avoir des députés et prendre le pouvoir d'État
par les unes et exercer le pouvoir d'État, mettre en place son programme de gouvernance. C'est ça le rôle d'un parti politique. Et les partis politiques dans notre pays doivent sensibiliser leurs militants pour que ces rumeurs-là ne circulent pas dans nos forums. Parce que nous avons fait le choix de la démocratie depuis 1990. Et moi, je suis très attaché à cette démocratie parce que au-delà de nos querelles politiques, le Bénin a la tradition quand même d'être un pays de paix. Alors préservons cette paix et arrêtons avec ces rumeurs. Et je sais et je suis confiant que l'alternance, comme nous avons l'habitude de le faire depuis 1990, se fera dans les urnes. Et nous donnons rendez-vous au peuple béninois en 2026 dans les urnes. Et je sais que le parti FCBE compte rebondir et compte prendre le pouvoir par les urnes, comme le recommande la Constitution. Et tous ceux-là qui envoient ces rumeurs-là dans les forums, moi je leur demande de se raviser, d'aller convaincre la population, d'aller convaincre les électeurs et de se préparer pour affronter les grandes élections de 2026. Merci à vous, Monsieur Ruben Abadagan. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique national du parti FCBE, parti de l'opposition. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Vous étiez en face de Antoine Adoukonou, également membre du bureau, membre du BR, le bloc républicain, le cheval cabré. Merci. Au cœur de nos échanges, c'était 3 sujets. Les rumeurs de coup d'État, à qui cela profite. Nous avons également parlé des Vaudou Days, parlé du bilan élogieux et voir qu'aujourd'hui, ça devient l'affaire de tous, opposants comme Mouvancé, car il s'agit de la promotion de notre culture. Et puis, nous avons également parlé de l'attaque, des attaques terroristes meurtrières. Il faut aujourd'hui, il y a nécessité de combiner les stratégies d'action pour pouvoir venir à bout. Merci à vous. C'était le duel de ce dimanche 19 janvier 2025. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir en notre compagnie. Dimanche, c'est politique se poursuit donc.